c'est l'art du storytelling, comment raconter une histoire, son histoire, l'histoire de sa boîte à des journalistes, et pas que à des journalistes, hein, de manière plus générale, et en quoi ça consiste et pourquoi c'est efficace. Et pourquoi ça concerne aussi les très petites entreprises, les petites et moyennes, que ce n'est pas forcément que des trucs réservés aux grands groupes quoi, du CAC 40. Voilà, j'avais proposé ce thème parce que en fait, je me rends compte au fil des interviews et avec l'expérience journalistique qu'il y a parfois des entreprises qui ont des super histoires à raconter et qui passent peut-être à côté. Je trouve ça un peu dommage et il y a tout un potentiel à exploiter, d'où ce petit module. L'art du storytelling. Je rappelle, donc je suis Hubert Vialat, mais je pense que vous me connaissez déjà. Je suis journaliste, presse écrite, correspondant des Échos, principalement en ex-Languedoc-Roussillon. Et puis, bon, je collabore pour d'autres titres aussi. Et tout ça est sur mon site hubertvialat.com. Voilà. Qu'est-ce que le storytelling? Voilà. Non, c'est vrai que je dois sélectionner comme ça. Communication narrative, hein, c'est le fait de raconter une histoire dans un but de communication. Bon, là aussi, bon, ça, je vais passer vite, ça s'est développé aux États-Unis à partir des années 90, hein, d'abord dans le domaine politique, puis ensuite dans l'économie et dans le secteur du marketing. Ça consiste en quoi le storytelling pour les entreprises? Plutôt que de vanter les points forts d'un produit ou d'un service, on met l'accent plutôt sur un environnement, un contexte qui est réel ou fictif, qui est créé et qui est lié à la marque ou à l'entreprise. Je prendrai des exemples très réels et très concrets sur le territoire tout à l'heure. Donc, le storytelling, ça met le récit de la marque, de l'entreprise en action. Le but, évidemment, étant de capter l'attention et de susciter l'émotion auprès de la cible. Alors ça, c'est marrant. Il y a 7 jours de la semaine là, dans ce premier partage. Vous avez lundi, mardi, mercredi. Hein, je source, hein, c'est Sébastien Durand, auteur de l'ouvrage Storytelling, réenchanter votre communication. Comment on déclenche? C'est quoi les bonnes questions à se poser? C'est quoi le storytelling? Comment déclencher le storytelling de votre entreprise? Il y a plusieurs leviers possibles. Donc là, il a pris les 7 jours de la semaine. Par exemple, bon, le lundi, c'est comment vulgariser mon activité technique grâce à des contenus pédagogiques. Donc là, le héros, l'héroïne, c'est qui? C'est mon produit, mon service. J'ai pris des exemples après, tout à l'heure, pour que ce soit parlant et que ce ne soit pas trop théorique. Comment vulgariser mon activité technique grâce à des contenus pédagogiques. Ça peut être quand vous êtes sur des activités scientifiques, technologiques, médicales, très pointues, et ben, il peut y avoir des animations 3D, tout simplement. Quand c'est des éoliennes offshore, des animations 3D peuvent être extrêmement efficaces pour qu'on comprenne, qu'on ait des idées d'échelle, qu'on voit et qu'on puisse rentrer visuellement dans la technologie. Parfois, avec les mots, ce n'est pas toujours très simple d'expliquer les choses. Et parfois aussi, c'est pourtant un journaliste de presse écrite qui le dit, c'est le comble, mais avec des visuels, avec des photos, avec des histogrammes, avec des dessins, des croquis, ça passe bien aussi. Voilà. Donc, c'est l'histoire de la vulgarisation, c'est hyper important pour aider aux gens à comprendre ce que vous faites. La valeur ajoutée de votre entreprise, c'est ce qui fait votre richesse, puisque c'est la valeur ajoutée d'une entreprise. Voilà. Et parfois, vous avez du mal à l'expliquer. Or, pourtant, c'est vous qui l'avez créé. Mais parfois, ce n'est pas facile à expliquer. Donc, il y a comment vulgariser. Il y a des outils très simples là-dessus. Il faut vraiment y penser, quoi. Le mardi, comment parler de mon combat. Donc là, c'est plus axé sur l'entreprise, sur le fondateur, sur sa personnalité, sur sa résilience, sur son récit propre. Le mercredi, comment créer de la confiance, rassurer, aider grâce à mon activité. Là aussi, c'est plus axé sur l'entreprise, le fondateur. Le jeudi, on est sur comment montrer que mon activité a un fort impact sur le monde. Donc là, ça peut être évidemment, on peut penser à des solutions liées à l'environnement, à la transition écologique, aux mobilités. Bon, enfin, il y en a plein, hein, des applications. Le vendredi,
comment créer du désir, comment rendre mon produit ou mon activité glamour ou un peu plus glamour. Là, on est un peu dans le marketing, on est carrément dans le marketing là. Samedi, comment montrer que mon produit ou service crée une rupture par rapport à quelque chose d'innovant. En quoi c'est innovant concrètement. Souvent, quand j'interviewe des entreprises innovantes pour les échos, je leur demande vraiment c'est quoi votre innovation concrètement, et ça apparaît pas toujours spontanément et très clairement dans les communiqués de presse. Or, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse les journalistes, mais aussi le public. Nous ne sommes que des porte-parole, hein, c'est ce qui intéresse le grand public derrière. Et le dimanche, qu'est-ce que j'avais mis le dimanche derrière comment mon produit permet de changer la vie de mes clients au quotidien, concrètement. Voilà. Donc là, bon, voilà, il y a plusieurs. Le schéma narratif qui organise le récit part d'une situation initiale. Il y a un élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette idée, que vous avez créé cette entreprise, là, développé ce concept. Il y a la quête ensuite. Les éventuelles difficultés rencontrées, les épreuves et les rebondissements, justement, oui, voilà, c'est ça. Les épreuves, les difficultés et puis les façons de s'en sortir font partie du storytelling. C'est en plus avec la période dont on sort, dont on espère qu'on sort tous. Vous avez traversé des épreuves, j'imagine, dans vos business respectifs. Enfin, oui, c'est quasiment sûr. On en a tous traversé. C'est pas forcément. Enfin, ça fait partie du storytelling. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est bien de montrer aussi qu'on a su surmonter des épreuves. Ça fait partie du storytelling vraiment à part entière. L'élément de résolution, donc, et la situation finale. Voilà. Comment l'entreprise va faire de son client le héros de l'histoire. Il faut évidemment parler du client, toujours, enfin du client, de l'usager final. Imaginez toutes les péripéties qu'il peut rencontrer sur le site de l'entreprise, dans son parcours. Il peut y avoir des jeux de personnalisation qui peut l'aider, comment, pourquoi, comment l'entreprise va l'accompagner dans la réalisation de sa quête. Il faut être dans quelque chose de très… dans le storytelling, il faut être dans quelque chose de très clair, de très didactique. Il peut y avoir quelque chose d'un peu ludique aussi. On n'est pas obligé d'être sur quelque chose de très formel. Voilà. Des exemples de storytelling, c'est là où je vais passer un peu sur les exemples généraux, où je vais vous envoyer les slides, vous pouvez les regarder si vous voulez, parce que j'ai pris, parce que sinon ça va être un peu trop long, et parce qu'après j'avais des exemples plus locaux, même si celui-là est local, c'est la chocolaterie C'est Moi à Perpignan, même s'ils sont en phase d'être achetés, donc l'exemple n'est pas forcément très bon, mais sur quoi ils jouent, c'est une histoire de savoir-faire familial et d'implantation régionale. Donc je vous enverrai les slides. L'histoire de Perrier, évidemment, chez vous, dans le Gard, qui est un exemple de storytelling réussi et de puissance marketing de feu au niveau mondial, et qui joue évidemment sur plein de codes, énormément de codes de glamour, justement, un produit qui a su se rendre extrêmement désirable à travers le monde, hein, et c'est une success story mondiale. Je ne vous apprends rien, je m'adresse à des Gardois. Donc ça, bon, tout ça, c'est rappelé, évidemment, je ne vais pas tout vous lire, c'est dans les slides que je partage, Perrier avant Perrier, etc. Le Roquefort Société, alors eux, ils ont un ancrage, et vous vous rappelez de la publicité avec la petite fille qui parle en occitan, évidemment, il y a un ancrage tellurique, un terrien qui est très fort, c'est leur storytelling. Alors c'est de la pub, vous allez me dire, là on glisse vers la pub, c'est vrai, il y a du marketing, de la pub et tout, mais ils jouent là-dessus, quoi. Ils jouent sur cet ancrage extrêmement fort, les racines dans ces caves et dans ce sud Aveyron qui fait parler d'eux sur la planète aussi, dans le monde entier. Donc là, je passe un peu aussi. Oui, alors un petit truc de présentation qui est toujours utile pour présenter vos entreprises et pour un storytelling efficace. C'est vraiment très bête, c'est bête comme chou, c'est la frise chronologique.
Voilà, là, je reprends la frise chronologique de l'histoire de Roquefort Société, société, un savoir-faire de plus de 150 ans. Voilà, vous mettez les dates sur une frise chronologique, vous rappelez, tiens, à telle date, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est très repérant, il y a des balises. Vous, ça peut vous être utile aussi pour vous rappeler, ah bah oui, tiens, j'ai fait ça à telle date. Peut-être que vous en avez déjà fait pour vos boîtes respectives, mais c'est toujours très utile pour les journalistes et aussi sur vos sites internet pour le grand public et tous les gens sont fans, on aime bien. Voilà. Le storytelling de Vinci Autoroute, alors on passe sur complètement autre chose. Ce qui peut être intéressant, eux, ils font tout un storytelling sur les... Bon, ça, je vais passer sur la neutralité bas carbone, mais c'est par exemple les hommes en jaune, vous voyez. Ils incarnent vraiment cette société qui est souvent, et ils m'ont expliqué pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils insistent sur les hommes en jaune, parce que Vinci Autoroute s'est présenté comme une machine à cash, une société financiarisée qui dégage énormément de bénéfices, blabla, etc. Les médias la présentent aussi comme ça un peu, puis il y a eu les gilets jaunes justement, ils ont été la cible des gilets jaunes, eux ils présentent leurs hommes en jaune pour humaniser leur image, rappeler quand même qu'il y a des salariés et qu'en plus ces gens prennent des risques pour la sécurité des automobilistes, des utilisateurs, des clients de l'autoroute, du réseau. D'accord. Et du coup, ils font un blog là-dessus, et c'est vrai que d'après leur sondage, leurs études d'opinion, souvent il y a les préjugés sur Vinci Autoroute qui disparaissent pour les gens qui prennent connaissance de ce blog et qui présentent les coulisses de la société et des missions des hommes en jaune. La sécurité des hommes en jaune et du personnel autoroutier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sympa dans le storytelling de vos boîtes aussi de présenter vos forces vives. Qu'est-ce que font les salariés de vos entreprises? Souvent, on ne le sait pas vraiment. Vous voyez, là, j'ai interviewé CGI, la grosse boîte informatique de conseil informatique et en management, qui a un centre d'innovation à Castelnau, à côté de Montpellier. Bon, ils ont un centre d'innovation mondial, et je n'étais même pas au courant. En fait, ils élaborent des solutions digitales pour des grandes marques du CAC 40. Ça peut être pour Carrefour, par exemple, c'est unifier l'analyse des clients du groupe. Parce que là, pour l'instant, Carrefour, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des analyses du même client, mais qui étaient parcellaires. Le client qui prend son essence, le même client qui va acheter un bijou dans la galerie marchande, le client qui a sa carte de fidélité à la caisse, et qu'en fait, il n'y avait pas un système unifié d'information. En fait, CGI, ils développent des briques logicielles pour, c'est vachement intéressant d'ailleurs, pour unifier le système d'information de Carrefour vis-à-vis des habitudes de ses clients pour faire du marketing digital ciblé. Parce que souvent les grands groupes finalement ils ont du mal à faire dialoguer ces données entre elles. Or, je vous apprends rien, l'or noir du 21e siècle, c'est la donnée. Et en fait, pour revenir sur le sujet storytelling, je ne savais pas. Je veux dire, je suis un journaliste économique depuis 20 ans à Montpellier, dans la région, et parce qu'ils disent oui, on recrute 100 personnes, mais ils ne précisent pas exactement les métiers qu'ils font et tout. Donc là, je suis allé les chercher, j'ai fait l'interview, on a parlé une demi-heure et tout, j'ai cherché à comprendre. Bon, j'ai fait mon métier accessoirement, mais enfin, c'est vrai qu'ils ne le font pas spontanément. N'hésitez pas à présenter les métiers que vous avez en interne, sauf évidemment s'il y a des cas de secret industriel ou de brevets et tout, des choses à protéger, mais sinon, mettez-les en avant. C'est des outils de fidélisation et de management interne en plus très forts. Voilà. C'est pas intuitif, je veux dire, de l'extérieur, y compris pour les journalistes. D'ailleurs, une très bonne rubrique dans un journal économique, et je pense à la créer sur ma newsletter hebdo, les indiscrétions, ça pourrait être je parle de mon métier. Et chaque semaine, il y a quelqu'un de différent qui raconte son métier. 24 heures avec un directeur commercial, un DRH, superviseur logistique sur le site Perrier de Vergès. Ça veut dire quoi, superviseur logistique? Souvent, les gens se présentent par leur fonction, mais on ne sait pas précisément ce que recouvre la fonction derrière.
Ça, c'est du storytelling. C'est du storytelling terrain, concret. Voilà. Quelques exemples d'ici. Voilà. Alors, comment parler de mon combat? Donc là, j'ai repris, ça c'est le jour mardi sur la fresque pardon, que je vous ai, la frise chronologique que je vous ai présentée tout à l'heure avec les jours de la semaine. Comment parler de mon combat? Alors j'ai pris une anecdote toute bête. C'est un groupe qui s'appelle Sofilec. C'est un loueur de véhicules travaux publics qui est basé à Montpellier, qui a levé 5 millions d'euros en 2020 auprès de fonds, évidemment. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'il a levé, le dirigeant, Antoine Lequelec, je crois son nom, a levé ces 5 millions d'euros auprès de fonds, de banques qui le suivent depuis le début, y compris dans les moments difficiles. Et ça, il ne l'avait pas dit dans le communiqué, parce qu'il avait eu une procédure de sauvegarde en 2009. Je m'en suis rappelé juste par mémoire journalistique, parce que j'ai cherché sur Google et tout, il n'y avait même pas d'article, je ne sais plus, ça devait être mal référencé, les articles que j'avais fait à l'époque et tout, enfin je ne sais plus. Et le dirigeant n'a pas pensé à m'indiquer cette anecdote. Or, c'est vachement intéressant, je trouve, de parler de son combat et de montrer justement que ces mêmes banques qu'il avait soutenues en 2009 dans les moments difficiles, parce qu'il avait été en procédure de sauvegarde de sortir de la crise financière en 2007-2008 et tout, ces mêmes banques, finalement, 11 ans après, entre à son capital pour financer sa croissance, parce qu'il est dans une période, là, aujourd'hui, beaucoup plus positive de croissance. Voilà. Donc ça, c'est un storytelling, comment parler de mon combat, quelque part. Ou alors, il y a l'idée de continuité, de fidélité, d'ancrage dans le territoire, parce que 11 ans après, c'est toujours les mêmes partenaires financiers qui sont à mes côtés, au point d'entrer au capital. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un bon exemple, moi, je trouve. C'est vraiment du vécu, hein, ce que je vous parle. Hein. C'est mon lot quotidien et j'ai essayé de l'orchestrer autour du thème du storytelling. Comment créer de la confiance, comment rassurer? Alors, j'ai pris un exemple qui va vous amuser, évidemment, c'est Jalil Benabdillah, que vous connaissez, qu'on ne présente plus, l'ancien président de Leader et peut-être futur élu au conseil régional. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. SDTech, sa boîte à Alès, comment créer de la confiance, comment rassurer? Je ne dis pas que SDTech inquiète son environnement et tout, mais comment créer de l'humain, je veux dire. Il y a les conditions de la création de SDTech. Ces deux amis qui sont arrivés du Maroc. Et là, j'ai mis en copie à côté un extrait du portrait que j'avais fait de lui en mars 2019. Alors après, lui, je ne sais pas si Jalil fait partie des auditeurs ou pas. Là, j'imagine qu'il est plutôt en campagne actuellement entre les deux tours. Lui, il sait faire du storytelling là-dessus, sur son histoire. Donc, c'est vrai qu'il me l'avait bien fait l'hiver 85 où le jeune Jalil Benabdillah a quitté Casablanca avec son copain Aziz Aïtamer, des études supérieures de maths dans le froid auvergnat de Clermont-Ferrand. Il a fait jusqu'à moins 20 degrés cet hiver-là et tout, etc. Bon, et après, il est venu à Alès et c'est là qu'il a créé son truc, excusez-moi, SDTech, sa société, voilà. Mais là, il y a du storytelling. Il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas faire pleurer dans les chaumières, etc. Mais c'est du storytelling, c'est intéressant. Ce n'est pas un destin, tout le monde n'a pas ce destin, quoi. Voilà, je trouve que c'est intéressant, ça mérite d'être raconté et en tout cas, ça m'a suffisamment intéressé pour que je le mette. C'était un portrait son portrait dans les Échos. J'ai pas sourcé les Échos, mais il y a le lien. Oui, il y a le lien, le patron a mille et une vies. Voilà. Je continue. Ça fait environ 20 minutes que je parle. J'en ai plus pour trop longtemps. J'en ai environ pour 10 minutes, un quart d'heure encore de votre attention. Puis après, si vous voulez, je répondrai à vos questions ou à vos remarques. Je continue sur les jours de la semaine de façon pas dans l'ordre d'ailleurs, mais bon, peu importe. Qu'est-ce que j'ai fait après le samedi? Comment montrer que mon produit ou service crée une rupture par rapport à quelque chose d'existant? Ah oui, ça c'est intéressant. Donc j'ai pris l'exemple de Tixeo, qui est une boîte innovante en visioconférence basée à Montpellier. Et je vous ai mis
sur la colonne de droite, sur quoi porte leur valeur ajoutée. Je trouve que le début du communiqué est pas mal fait, c'est pour ça que j'en ai fait une capture d'écran. Voilà, c'est une solution de vidéo collaboration chiffrée de bout en bout et qualifiée par l'ANSSI. Donc là, de suite, on voit le communiqué montre bien en quoi ça se distingue des solutions que nous sommes, par exemple, en train d'utiliser en ce moment. Donc, il précise bien que c'est le leader européen de la vidéo collaboration sécurisée et évidemment que ça colle tout à fait aux nouvelles attentes par rapport au… Bon, là, c'était la crise sanitaire à l'époque, en juin 2020. Bon, là, aujourd'hui, on espère tous qu'on en sort, mais il y a des nouveaux usages qui sont en train de voir le jour. Et évidemment, Tixeo apporte une solution par rapport à l'existant. Alors, peut-être que d'un point de vue stratégique, ils n'ont pas voulu parler de leurs grands concurrents américains comme Zoom, les solutions Zoom ou Teams que tout le monde utilise au quotidien ou presque depuis 1 an et demi. C'est en tout cas moi, et là vous avez la capture d'image en dessous, c'est ce que j'ai choisi pour les échos parce que c'est ce qui fait sens pour le grand public. Les visioconférences sécurisées de Teams défient Zoom, Teams et les autres. D'accord ? Ça parle un peu plus que de dire, et là je remonte sur le communiqué au-dessus, Paris le 22 juin 2020, fort d'une croissance de 3000%. Bon, quand on emploie ce genre de chiffres, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, 3000%, c'est par rapport à quoi et tout. Il faut un peu se méfier les journalistes, ce que je veux vous dire, c'est que les journalistes se méfient de ce genre de chiffres, parce que 3000% par rapport à quoi? Est-ce qu'ils étaient quasiment à zéro? Parce que 3000%, ça peut… Voilà, on aime plus pouvoir faire des comparaisons sur des chiffres bruts. Par contre, dire qu'ils défient Zoom, Teams et les autres, là, c'est plus parlant. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser des images parlantes pour montrer en quoi votre solution apporte une rupture par rapport à quelque chose d'existant. Mais en tout cas, le début de leur communiqué est bien fait. On voit que c'est sécurisé, que c'est qualifié par l'ANSSI, que c'est crédible, etc. Voilà. Je continue sur les jours de la semaine. Le lundi, comment vulgariser mon activité technique grâce à des contenus pédagogiques. Alors, j'ai pris l'exemple de la société BiodiVWind qui est basée à Béziers, dans l'Hérault. En fait, ils font quoi, BiodiVWind? Et là, je vous invite juste à voir la différence de présentation entre le communiqué en haut et l'article des Échos en bas. Le communiqué insiste sur la levée de fonds. C'est 800 000 € et c'est… voilà, se développer tel quel. Après, l'article des Échos est plus direct. Vous voyez, BiodiVWind protège les parcs éoliens des intrusions d'oiseaux parce qu'on explique ce qu'ils font. Et après, en deuxième partie, on dit qu'ils lèvent 800 000 €. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tout de suite qu'on comprenne votre valeur ajoutée. Je reviens sur la valeur ajoutée. Ce que vous apportez en plus par rapport à l'existant. Après, comment vulgariser l'activité technique grâce à des contenus pédagogiques? Ça peut être, je le redis, des animations 3D, des photos, des histogrammes, des schémas, des frises chronologiques. Faut être assez visuel. Voilà, on est de moins en moins dans une culture de l'écrit. Moi, je peux le regretter en tant que journaliste de presse écrite, mais on vit dans ce monde-là et je suis obligé d'en tirer les conclusions aussi, surtout si vous avez des activités complexes. Voilà, ce qui est le cas de BiodiVWind, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des caméras sur des mâts d'éoliennes pour justement protéger les parcs éoliens des intrusions d'oiseaux, enfin pour protéger les oiseaux, pour éviter que les oiseaux viennent percuter les pales d'éoliennes. Et avec comment ils font? C'est avec des systèmes sonores ou des systèmes qui ralentissent le mouvement de rotation des pales quand ils arrivent à identifier des vols d'oiseaux qui s'approchent. Bon, c'est super intéressant. Mais le communiqué tourne un peu autour du pot. C'est-à-dire que le communiqué dit c'est de protection de la faune et de la flore, des systèmes de protection de la faune et de la flore, etc. Oui, mais what else? Enfin, plus précisément, ça veut dire quoi et tout. Donc là, vous pouvez
vous pouvez aller, ou alors je pourrais vous envoyer le lien, vous pouvez le retrouver assez facilement sur le site des Échos en tapant Biodiv. Vous tapez BIO-DIV sur le site des Échos et vous tomberez sur cet article. Il y a les 5 premiers articles sont en open access. Et vous verrez comment le dirigeant explique concrètement, parce que je suis allé le chercher dans ses retranchements dans l'interview, pour qu'il vulgarise son activité technique. Alors, ce n'était pas avec des contenus pédagogiques, puisque moi, je devais écrire juste, ce n'était pas pédagogique, mais enfin, j'étais pédagogique en écrivant. Et il expliquait très clairement, ben oui, on a des effaroucheurs acoustiques, enfin, je ne sais plus comment il appelait, enfin, on émet des sons, ou alors… le système de rotation des pales se ralentit parce que dans la génétique des oiseaux, les oiseaux, une pale d'éolienne, ça tourne à 300 km/h quand c'est à vitesse nominale. Génétiquement, les oiseaux, dans leur histoire, ils n'ont jamais rencontré ça. C'est comme si nous, on a un TGV qui arrive à fond devant nous. Ben, on ne peut pas l'éviter parce que génétiquement, on ne peut pas éviter ce genre de vitesse. Notre espèce ne l'a pas connu. Par contre, si c'est un objet qui arrive à 40 ou 50 km/h, on peut l'éviter. C'est exactement ce qu'ils font, ils ralentissent parce qu'ils ne peuvent pas stopper totalement une pale d'éolienne, ils n'ont pas le temps, les vols d'oiseaux arrivent, donc ça ralentit à 150 km/h ou 100 km/h, et là les oiseaux arrivent à passer entre les pales ou à contourner. Ça peut sembler complètement dingue comme truc, mais c'est ce qui se passe, quoi. Mais en fait, ce n'est pas dans le communiqué, ça. Et parce que ce n'était pas expliqué aussi clairement, en espérant que je l'explique clairement là, dans la vidéo. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans l'article des Échos. Tout ça, ce n'est pas pour vous dire que ce que je fais, c'est extraordinaire. C'est pour vous expliquer qu'il faut vulgariser au maximum en prenant des exemples extrêmement concrets. La façon dont vous expliquez la valeur ajoutée de votre boîte à l'apéro avec des copains, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, parce que je pense que c'est peut-être là où les gens sont plus clairs, parce que c'est là où vous allez directement à l'essentiel. Il ne faut pas forcément trop se prendre la tête avec des mots, protection de la faune et de la flore et tout, en essayant, c'est un mal de l'époque en plus, en essayant d'être trop soft, de tout arrondir, et puis au final, c'est une espèce de novlangue et on comprend plus que font les boîtes, quoi. Okay, c'est pour ça que la baseline de mon site, hubertvialat.com, la baseline, c'est l'info en relief. Parce que je pousse les interlocuteurs à montrer leur information en relief, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous inviter aussi à aller sur le site, l'animation 3D de la ferme pilote éolienne flottante du golfe du Lion qui montre les perspectives du projet. C'est très bien, les animations 3D. En plus, c'est des choses que vous pouvez mettre sur vos sites. C'est ludique. Ça ne coûte pas super cher à faire. Alors moi, je ne me vends même pas puisque j'en fais pas là en l'occurrence, mais voilà, c'est pour les éoliennes, les fermes éoliennes, on voit les proportions entre les hommes et ces grandes fermes éoliennes qui vont faire 100 mètres, 150 mètres de haut et tout, mais c'est mieux de voir les proportions plutôt que d'écrire, ça fait 150 mètres de haut. Le voir sur un visuel, c'est plus parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je dis, c'est que ce n'est pas un coût. Enfin oui, c'est un coût évidemment, mais il ne faut pas le percevoir comme un coût, il faut plutôt le percevoir comme un investissement parce que c'est une façon efficace d'expliquer votre métier, votre plus-value, de vous démarquer sur le marché et en plus, c'est des trucs que vous pouvez démultiplier, partager à l'infini sur les réseaux, sur votre site et tout, donc c'est tout bénef quoi finalement. Voilà. Voilà. Attendez, j'étais là, je continue, j'ai bientôt fini. J'étais sur jeudi, comment montrer que mon activité a un fort impact dans notre monde, le jeudi. J'ai pris l'exemple de, alors excusez-moi, c'est encore un exemple hérolté, l'exemple de Magic Palette. Qu'est-ce qu'ils font Magic Palette? En fait, je l'explique là sur le site là aussi des Échos. J'ai pris des exemples très concrets de choses que j'ai faites récemment. Magic Palette, ils font quoi? C'est une solution qui évite les transports de palettes à vide grâce à un algorithme. Donc après, je l'explique là dans le chapeau, comme on dit. Donc, ils viennent de lever 2,5 millions. C'est une solution technologique qui ambitionne de réduire l'impact environnemental du transport routier de marchandises. En 20 mois, la jeune entreprise revendique 1,2 million de palettes échangées, soit 600 000 km de transporteurs évités. Vous voyez, donc là, je titre « Veut éviter les transports de palettes à vide grâce à son algorithme ». C'est extrêmement concret. Donc là, on voit qu'il y a un impact sur le monde, sur l'environnement. Eux, ils ont mis pour déployer sa solution collaborative d'échange de palettes. J'ai mis le titre du communiqué en dessous, vous voyez.
Je ne dis pas que c'est mieux, hein, je vous montre la différence. Je vous montre juste la différence. Je ne dis pas que moi, je suis mieux. Je vous montre la différence de langage. Lève 2,5. Alors, il y a logistique et transport, c'est bien parce qu'on comprend tout de suite ce que c'est. Lève 2,5 millions d'euros, il y a l'info. Pour déployer sa solution collaborative d'échange de palettes Europe, oui, on voit à peu près ce que c'est, mais on ne voit pas tout de suite qu'il y a un impact sur l'environnement. Vous voyez, peut-être que c'est moins clair. Enfin, moi, je trouve que c'est moins clair, en tout cas. Voilà, soyez concret tout de suite. Les gens, ils n'ont pas forcément le temps de comprendre. N'hésitez pas voilà, à être concret immédiatement. C'est ce que je mets en dessous. Soyez très clair sur l'avantage apporté avec des mots simples. Il faut pouvoir comprendre rapidement. Et après, dans le storytelling, il y avait une anecdote extrêmement drôle. Là aussi, vous tapez Magic Palette sur le site des Échos, vous pouvez retrouver l'article. Si vraiment vous avez des problèmes et que ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail, Michael l'Apostole à mon mail, et je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Il y a en storytelling très intéressant, c'est qu'en fait, le créateur de Magic Palette, il avait son beau-père qui était transporteur. Et il se rendait compte que son beau-père transportait toujours des palettes à vide. Voilà. Et que son beau-père s'en plaignait, il trouvait ça stupide pour l'environnement, ça générait des coûts pour l'entreprise, etc. Et il entendait son beau-père râler quasiment tous les dimanches. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Magic Palette. Bon, bah, c'est drôle, ça. C'est des trucs, faut le dire dans le dossier de presse ou, ou même sur le site. C'est une petite capsule vidéo, comment est né Magic Palette et tout. C'est assez sympa, ça peut vite devenir viral. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses parce que ça vous rend sympathique et c'est une histoire sympa, moi, je trouve. Donc, je l'ai mis dans l'article, je crois l'avoir mis. Parce qu'on est limité en nombre de signes, donc parfois, on n'a pas la place de raconter ce genre d'histoire sympa, mais en tout cas, ça m'est resté en mémoire. Comment rendre mon activité glamour le vendredi? Alors, chez vous, quand même, Perrier, je reviens sur Perrier, je trouve que c'est vraiment l'exemple par excellence. Ils ont même fait un musée de la marque à Vergès qui avait été refait en 2014, qui pourrait mériter un nouveau coup de neuf aujourd'hui, mais qui est bien quand même, qui a le mérite d'exister. Là, j'ai choisi un exemple au doigt, c'est la Belle Aude, c'est des glaces artisanales. En quoi c'est une, comment dirais-je, en quoi c'est une activité glamour? On va dire que ce qui rend leur activité glamour, c'est qu'il y a une histoire. Glamour socialement, on va dire, parce que c'est une scope, ça a été une reprise de site industriel. Là aussi, bon, je vous ai mis le site, l'article des Échos, et c'était pas gagné d'avance. D'accord, puisque c'est des ouvriers de l'ancienne usine Pilpa à Carcassonne. Il y avait 110 salariés, elle a fermé en 2013 de mémoire. Sur les 110 salariés, il y en a une vingtaine qui ont fondé une scope et qui ont repris une partie de l'outil pour créer leur propre marque de glace qui s'appelle la Fabrique du Sud, avec des process avec beaucoup moins d'additifs, d'exhausteurs de goût, beaucoup plus de crème, de produits locaux, etc. Bon, ils ont essayé de complètement revoir le modèle de la fabrication de glace, de crème glacée. Et en fait, il y a eu… ce qui rend cette activité glamour quelque part, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Là aussi, je l'explique dans l'article des Échos, c'était une série d'été l'été dernier, l'été 2020. Ce n'était pas gagné d'avance parce que les banquiers étaient résistants, parce qu'il y avait une forme de mépris social un peu. Vous voyez, des ouvriers ne sont pas capables de créer une boîte. Ils me l'ont dit comme ça, hein, tel quel. Hein. Je veux dire, bon, maintenant, c'est devenu des chefs d'entreprise, 7 ans après. Sous une forme particulière, certes, une forme coopérative, mais des chefs d'entreprise. Et ça, c'est intéressant. Et quelque part, ça rend… Alors, en plus, ils jouent dessus, parce que sur leur site, si vous allez sur le site de la Belle Aude, ils jouent là-dessus, parce qu'ils sont passés de syndicalistes à patrons, donc ils parlent de la lutte des glaces au lieu de la lutte des classes. Et ça plaît, ça, aux médias. Ça plaît. Là, il y a un storytelling d'enfer. D'ailleurs, il y a François Hollande, quand il était président de la République, qui leur avait rendu visite en 2015, de mémoire. Voilà. Mon produit qui peut changer la vie de mes clients dimanche. Là, j'ai pris l'exemple d'une start-up qui s'appelle MyCarSpot.
C'est des changements très concrets. Là aussi, hein, il ne faut pas dire seulement qu'on est innovant, mais il faut expliquer en quoi consiste l'innovation. Donc là aussi, le titre des Échos qui explique tout de suite en quoi ça change la vie des gens. Ça optimise l'usage des parkings et des bureaux pour les entreprises. Alors, il y a un intérêt pour les employeurs, il y a un intérêt aussi pour les salariés qui peuvent bénéficier de places de parking, y compris la sacro-sainte place de parking de la direction qui est normalement réservée à la direction dans les entreprises, on le voit souvent. Bon, sauf que ces places de direction ou pour les chefs de service, etc., souvent elles sont vides parce que les gens sont les directeurs sont en télétravail ou sont en congé ou sont en déplacement chez des clients, etc. Donc là, c'est un algorithme, une plateforme qui permet d'optimiser le remplissage de ces places et à tout le monde, plus ou moins, de bénéficier d'une place de parking, mais de façon tournante. Bon, là, clairement, ça change la vie des clients, ça change la vie des gens, en tout cas, voilà, ou des clients finaux, des clients finaux de l'algorithme, que ce soit les chefs d'entreprise ou les salariés de ces entreprises. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple, mais il faut l'expliquer tout de suite, en quoi vous changez la vie des gens, si c'est le cas, si votre business peut avoir ce type d'application. Là, je vous donne vraiment les ressorts, les différents ressorts du storytelling à travers ces exemples. Voilà, on a fait de façon, pas du lundi au dimanche, mais là, vraiment, j'avais suivi quand même, il y a les 7 jours de la semaine qui y sont passés. Ça fait, environ 40 minutes là, que j'interviens, un petit peu moins. Donc, je vous propose peut-être d'un temps d'échange, de compléter. Je ne voulais pas être trop long pour qu'on ait le temps d'un échange aussi, c'est important. Vous êtes toujours avec moi, je ne vous ai pas perdu. Moi, je suis bien là. Bon, merci. Donc, non, mais je vous enverrai ce doc. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. C'est peut-être des angles que vous n'avez pas forcément toujours en tête parce que vous êtes à fond dans votre business et dans vos problèmes de trésor, de RH, de marketing. Je sais, hein, je suis chef d'entreprise aussi, en plus d'être journaliste. Alors, je suis un tout petit chef d'entreprise. Je n'ai qu'une salariée, mais bon, c'est déjà le début des problèmes. même si elle est super et que c'est elle justement qui a fait toute la mise en page de ces jolis slides. Et heureusement qu'elle est là. Mais enfin, donc, ce que je veux vous dire, c'est que vos problématiques, je les comprends à mon tout petit niveau. Voilà. Donc, voilà, je vous écoute sur ce storytelling. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne des idées? Moi, je trouve très, très intéressant l'approche. Et par contre, sous quelle forme, Hubert, en fait, est-ce qu'il faut qu'on l'ait, on va dire, dans notre package communication? Comment est-ce qu'on doit l'afficher obligatoirement? Je pense que oui. Je trouve que souvent les entreprises, comment dirais-je, les PME, les grands groupes encore, les grands groupes arrivent à le faire. Ils sont rodés là-dessus. Ils ont des services marketing redoutables, évidemment, et qui maîtrisent tous ces codes certainement bien mieux que ce que je vous ai présenté. Enfin, qu'ils les maîtrisent par cœur, quoi, parce que c'est des professionnels. Moi, je ne suis entre guillemets que journaliste, mais j'ai la vision journaliste aussi qui peut être intéressante. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ce que je vois, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer par exemple, l'exemple de BioDivWind est intéressant, c'est que il y a un storytelling, c'est une innovation qui sauve des oiseaux, en gros, quoi, mais voilà, enfin, ou MyCarSpot, ça permet de partager les places de la sacro-sainte place de direction, ça la désacralise un peu, puis hop, on est et puis ça change la vision peut-être un peu de l'entreprise, même s'il faut un chef et il faut des dirigeants et tout, c'est pas ça le problème, mais on est dans quelque chose d'un peu plus fluide. C'est pas seulement qu'on partage une place de parking, on rentre dans une logique un peu plus collaborative, un peu moins en silo et tout. Et donc, mais c'est juste des exemples, si vous voulez. Après, c'est à vous d'interroger peut-être, mais je reste à votre disposition au-delà du temps d'échange. Si ça vous intéresse de creuser
un petit storytelling, je peux vous faire un mini audit de vos histoires respectives, de vos entreprises respectives, comment vous avez vécu le Covid. Alors toi, Alexandre, je sais que évidemment ton business a été considérablement impacté. Alors comment ça peut faire du storytelling, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais c'est à vous de vous interroger, mais peut-être à la lumière des 7 jours de la semaine que je vous ai montré, là, peut-être à quelles questions vous répondez le mieux. Et attention, je ne dis pas que vous allez répondre aux 7 jours de la semaine, c'est juste pour vous donner des idées. Ah bah oui, tiens, peut-être que mon truc, d'un certain côté, ça change le quotidien des gens. Tiens, d'un certain côté, ça améliore l'environnement. Vous voyez, enfin, les 7 critères que je vous ai donnés, qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais je trouve que c'est des bons repères. Je me suis appuyé, enfin j'ai cité ma source, je me suis appuyé sur un expert là-dessus. C'est des bons repères pour vous aider à voir ce qui peut faire récit. Ce qui peut faire récit aussi, oui, c'est la capacité à rebondir, c'est en sortie de crise, ou qu'est-ce que vous avez changé, ou je sais pas. Et en fait, alors après vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ben, à quoi ça sert? Ça sert à être identifié. Ça sert à être visible. Alors, visible comment? Visible dans les médias, visible sur les réseaux, visible sur les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Et alors, c'est plutôt bien d'être visible, quoi. Enfin, moi, je le pense. Enfin, après, c'est un journaliste qui parle. Il y a des patrons qui préfèrent rester un peu cachés et tout. Je sais, il y a la mentalité Sevenol dans le Gard qui est un peu particulière, où on est un peu plus caché parfois. Alors, je sais qu'il y a cette mentalité. Si votre business, il marche très bien comme ça, ben, il marche très bien comme ça, je veux dire, à la rigueur. Mais travailler sa visibilité en tant que journaliste, moi, je trouve que c'est bien. Et le storytelling, c'est la travailler de façon intelligente. Pourquoi? Parce que vous dites quelque chose de vous. Vous dites quelque chose de vous et on aime. Mais c'est pas les journalistes, et de manière générale, les gens, ils aiment bien les histoires qui sont vraies, quoi. L'histoire de la Belle Aude avec la lutte des glaces, les banquiers qui croyaient pas en eux. Enfin, lisez l'article parce qu'il raconte bien. Si ça vous intéresse, ou si vous avez des problèmes d'accès, je vous le donnerai, je vous l'enverrai par mail. Mais c'est vachement intéressant, quoi. Et là, c'est un storytelling d'enfer, quoi. Et évidemment, ben, quel intérêt? Ben aussi, il y a l'intérêt par rapport aux consommateurs potentiels, par rapport aux clients, mais il y a l'intérêt par rapport aux banquiers. Enfin, les banquiers, ils lisent la presse économique. C'est quand même aussi ça donne du crédit à vos business respectifs d'avoir des articles dans la presse éco, qu'elle soit nationale ou régionale. Et en fait, un événement, ce que tu disais, Hubert, c'est que si par exemple, en sortie de crise, par exemple, nous, voilà, le fait que la partie événementielle, le spectacle vivant est à l'arrêt, on se dissimule sur la partie télévision, on commence à avoir de belles références sur la partie télévision. On vient d'être référencé d'ailleurs par France Télé aujourd'hui. Ouais. Comment ça peut s'inscrire une fois qu'on est à limite sortie de crise? Ça peut s'inscrire dans cette fameuse frise chronologique. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à l'oublier ou c'est un effet de moment en fait? Comment un événement d'entreprise qui peut servir à écrire une histoire, enfin, ou pas d'ailleurs, ou à expliquer une histoire, va rentrer dans cette chronologie et devient essentiel? Tu vois, comment… Attends, je reprends Là, on est vraiment clairement dans ce que tu me dis. On est clairement Parce qu'il y a eu… Attends, je reprends 2 secondes. Comment parler… Là, on est sur le comment parler de mon combat, quoi. Enfin, je trouve, dans ce que tu me dis, c'est le mardi. C'est comment parler de mon combat. Il y a un ressort narratif, en fait. C'est comme si tu racontais une histoire. Je pense que S-Group était, de ce que je me rappelle, en 2019, était en pleine croissance, avait des projets alors peut-être que tu les as toujours, je ne sais pas, de plateforme logistique à côté d'Alès, je ne sais pas. Vesnobres. Ouais, Vesnobres, voilà, c'est ça. Bim, 15 mois de Covid dans les dents, donc forcément le spectacle, c'est celui qui a le secteur qui a le plus trinqué, qui trinque toujours aujourd'hui. Mais là, comment parler de mon combat? Bah là, tu dis aujourd'hui, il y a la signature avec France Télé, peut-être sur une diversification, sur je ne sais pas si c'est un nouveau métier ou si c'est un pas de côté ou si c'est, je ne sais pas comment le qualifier. Bah moi, je trouve que ça se valorise et c'est du storytelling. Après, un storytelling, c'est un grand mot pour dire, en gros, vulgairement, ça peut faire l'objet d'un communiqué de presse, d'un post. Je suis sûr que ça va intéresser mes confrères.
Mm. Ça serait dommage de ne pas le dire même. Ouais, donc dans le storytelling, ce n'est pas spécialement l'histoire de l'entreprise, comme tu disais tout à l'heure, sur une frise chronologique qui commence dans les années yéyé et qui finit maintenant. Ça peut être aussi l'histoire du moment qui se construit en fait. C'est aussi l'histoire du moment. Ou alors, c'est quand Sofilec lève 5 millions d'euros avec les mêmes boîtes qu'il avait, entre guillemets, mis dans la panade, les mêmes boîtes, les mêmes investisseurs qu'il avait, entre guillemets, mis dans la panade en 2009. Bah, ça, c'est du storytelling parce que ça montre la fidélité des banques régionales. Ça montre aussi sa transformation à lui. En 2009, il a mis un peu dans l'embarras pas mal de banques parce qu'il n'arrivait plus à faire face à certaines échéances. Et 2020, 11 ans après, auprès des mêmes, il lève 5 millions d'euros. Alors là, c'est une frise chronologique. Mais c'est intéressant de raccrocher cet élément du passé parce que ça fait sens. Il faut aider les journalistes un peu parce qu'ils n'ont pas forcément toujours cette curiosité d'aller gratter ou de faire les connexions entre signaux faibles, l'histoire du passé. Ils sont un petit peu, bon, pas tous, mais c'est entre nous, mais parfois ils sont un peu paresseux ou pour être plus gentil avec eux, et parce que je fais partie de cette profession et je connais les conditions d'exercice, ils sont speed souvent, ils n'ont pas toujours le temps, vous le savez. Ils n'ont pas parfois c'est des gens qui ne sont pas spécialisés en économie, qui ne connaissent pas forcément vos business et tout. Donc, il faut un peu les aider quand même aussi. En plus, avec un storytelling sur mesure qui raconte, au plus c'est précis ce que vous allez raconter et au plus vous avez de chances que ça va être l'information qui va remonter, qui va faire l'objet du titre, parce que ça va leur parler. Ils vont dire, ah bah tiens, c'est bon, je tiens mon titre, comme on dit dans le jargon. Je tiens mon titre. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien concevoir le message, on va dire. Voilà. Est-ce à dire, bonjour Jérôme Bousquet, est-ce à dire qu'il faut en faire 7? Ah non, non, pas du tout. Là c'est juste des idées de questions que vous pouvez vous poser à vous-même c'est des idées de questions, parce que ce n'est pas forcément facile pour vous d'identifier où est votre storytelling. Moi, par exemple, voilà, je répète, je suis un tout petit entrepreneur, j'ai une salariée, voilà, mais c'est le début d'une bande, on est deux. Je fais des animations, je fais des formations, je suis journaliste pour les Échos. Quel est mon storytelling? Pour l'instant, je ne me suis pas posé la question. Je ne sais pas. Donc, en fait, ce genre parce qu'on est tous le nez dans le guidon. Donc, en fait, ces 7 questions, comme les 7 jours de la semaine, on se dit, ah bah tiens, est-ce que ça, je peux répondre à comment parler de mon combat? Est-ce que je vais me placer plutôt sur l'angle du combat? Est-ce que je crée de la confiance? Est-ce que j'aide mon environnement grâce à mon activité? Ça peut être quoi? Est-ce que je crée du désir? Est-ce que mon produit permet de changer la vie des clients? Comment? Enfin, c'est des ressorts, ça donne des idées de storytelling. Mais quand vous avez des entreprises qui ont, bon, pour la mienne, 20 ans d'existence, vous avez du combat parce qu'il y a des virages en épingle tous les 2 ans, vous avez du glamour, c'est quoi qu'on doit faire ou quel est l'axe Rappelez-moi, Jérôme, vous êtes dans quoi? Dans la compétition automobile. Dans la compétition automobile, d'accord. Est-ce qu'il y a… Dans l'électronique en général. Ouais. Après, il faut raccrocher quand même aussi à une actualité, si possible. D'accord. Et il faut essayer de voir, je ne sais pas, quels sont les… sur quoi vous êtes, c'est quoi les défis en fait? C'est quoi les défis actuels que vous vous posez, les défis du moment, les enjeux de demain, j'essaye de vous aider là. Enfin, Très bien. En fait, c'est quoi qui vous réveille la nuit, qui fait que peut-être, tiens, ben mince, là, il faut que là, j'ai raté. J'ai raté où je suis sur tel truc de développement. Enfin, la bonne information, c'est ce qui est tendu, c'est ce qui est sous tension, ce qui est en dynamique, ce qui est tourné vers l'avenir, ce qui fait débat dans vos réunions internes, ce qui vous pose souci. Et forcément, généralement, ça va se positionner sur l'un des 7 jours de la semaine, la réponse, vous voyez. Mais après, oui, il faut qu'il y ait un élément d'actualité quand même aussi. Hubert. Ouais. Hubert. Oui, bonsoir, Christophe Mirves.
Moi, je souriais pendant votre intervention, puisque on nous a demandé, enfin, j'ai été primé à l'ES Audace en 2013, et Oui, la remise des prix la semaine prochaine. ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai fait monter par Stéphane Onizil un petit film qui retrace en fait notre histoire sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Donc, quelque part, ça reprenait un petit peu ces thèmes, mais je regrette presque qu'on n'ait pas eu cette réunion 10 jours plus tôt. J'aurais rebondi sur d'autres sujets. Et quelque part, ça m'a fait tilt. J'ai des choses sur lesquelles je n'aurais pas forcément communiqué, mais peut-être que je vais vous en parler. Enfin, Alexandre Le sait, mon associé avec le Covid, là, ça fait 3 mois qu'il est dans le Covid, donc il a le Covid, donc ça nous a mis dans des difficultés. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aurais forcément mis en avant. Est-ce que c'est des sujets on peut évoquer en disant, ben voilà, l'entreprise s'est trouvée en difficulté, ça a eu un impact, mais en contre, la réaction fait que les équipes se sont soudées, on a essayé de trouver du lien, s'organiser et puis combler les trous. Parce que ça, c'est des sujets qui peuvent être intéressants au niveau de journalistes et de communiquer ce genre de… Oui, oui, puis même en dehors du journalisme, c'est des valeurs, quoi. Je reviens là, c'est le combat, hein. C'est comment parler de mon combat, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alexandre, bien sûr. C'est vraiment des valeurs aujourd'hui, je pense, qui sont. Après, il ne faut pas faire pleurer dans les chaumières. Voilà, c'est un peu la limite. Voilà, Bon, mais si je vous. veux pas aller, quoi. Non, non, mais il ne faut pas être que dans le pathos. Mais dire qu'il y a eu des difficultés, qu'on les a surmontées, comment on les a surmontées. Et je me suis juré d'ailleurs de faire une table ronde un jour avec 3 ou 4 patrons qui ont vécu un redressement judiciaire et qui expliquent comment ils en sont sortis et comment, voilà, comment, les ressources qu'ils ont trouvées, psychologiques, financières, d'accompagnement, je pense que ça serait voilà, j'ai jamais le temps de la faire, mais il faudrait que je l'organise. Oui, évidemment, puis c'est des valeurs vraiment actuelles, quoi. Donc, dites-le, mais ça fait partie du storytelling. Au contraire, c'est vraiment ce qui donne du relief. Après, il faut montrer comment vous êtes sorti de cette ornière. Il faut qu'il y ait le côté aussi que les leçons que vous en avez tirées, quoi. Et puis qu'il y a un message un peu universel quelque part. Ça, c'est que ça soit pas que dans le constat de difficulté. Sinon, c'est pas une super image, en effet, quoi. Non, non, mais je pense qu'il y a un sujet qui est un peu qu'on peut généraliser, c'est dans les PME, TPE, enfin, on va se mettre entre les deux, nous. C'est justement le fait que y a une influence importante des dirigeants et que ça représente un risque. Donc, de l'anticiper, de pouvoir, et le fait de le vivre, ben, quelque part, moi je dis, on a fait un crash test sur l'entreprise, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ouais. ça, on peut rebondir là-dessus, le valoriser différemment. Oui, je pense. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et voilà. Ça peut être un sujet d'ailleurs. Ça peut être un sujet, voilà. Voilà. Quand même un peu le contourner, quoi. En fait, il faut Voilà. le présenter. Ouais. C'est la force de l'entreprise, hein, du coup, d'avoir. Non, mais je reviens, c'est pour ça que c'était intéressant, mais dommage qu'on n'ait pas eu cette réunion 10 ou 15 jours plus tôt, ça m'aurait donné d'autres idées. En tous les cas, merci. Non, mais il n'y a pas de souci, mais on est dans une culture qui évolue quand même. Le droit à l'erreur, le droit à l'échec, je ne vais pas dire qu'il est valorisé comme aux États-Unis. On n'a pas encore cette culture où il faut s'être planté presque mais il y a toujours c'est marrant, hein, si vous voyez le point commun entre les patrons de Facebook, d'Amazon, d'Alibaba, les grands patrons de la tech mondiale, c'est très marrant, hein. D'ailleurs, il y a un sociologue qui avait fait une étude dessus. Ils ont tous ce point commun, c'est qu'ils n'ont pas fini leurs études. Donc, c'est même pas qu'ils ont été en échec, c'est qu'ils étaient tellement pressés de créer leur truc ou d'aller dans la vie active qu'ils ont… C'est marrant, quoi. Enfin, bon, ça, c'est du storytelling. J'ai pas fini mes études. Il y a un créateur à Montpellier, une start-up, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des télescopes connectés. Je ne sais plus le nom de sa start-up, c'est Vaonis, je crois, la marque commerciale. Oui, c'est ça. Ouais. Et ben lui, c'est pareil, il n'a pas fini ses études parce qu'il était pressé de créer son truc de télescope connecté. Il y croyait tellement et ses parents étaient désespérés. Et
je l'ai interviewé à un moment, je lui dis, mais il m'a dit qu'il n'avait pas fini ses études, et je lui dis, ah bah, comme les patrons de Facebook et Amazon, et il avait donné cet exemple à ses parents, mais ça ne les avait pas rassurés visiblement. Mais ça marche, enfin, sa boîte marche bien et tout, mais ça fait partie de son storytelling presque. Je n'ai pas fini mes études supérieures tellement j'étais pressé de créer ma boîte, ça c'est drôle. Et ça, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est ce genre de petits détails qui peut se valoriser aussi mais il faut qu'il y ait une actualité. Voilà. Vous n'allez pas faire un communiqué pour raconter ça, mais dans le communiqué, c'est marrant de raconter ce genre de petits détails parce que ça le caractérise lui et que lui, quoi, vous voyez. C'est comme si on faisait le portrait de quelqu'un, si on fait le portrait de quelqu'un, bah, s'il a un tatouage à l'avant-bras, bon, bah, c'est dommage de ne pas dire il a un tatouage à l'avant-bras parce que ça le caractérise, le tatouage, vous voyez. Donc, essayez de réfléchir à… Oui, il faut un élément d'actualité, bien sûr, un nouveau contrat, une levée de fonds, une problématique que vous êtes en train de régler, des nouveaux défis, des recrutements, enfin bref, tout ce qui fait une actualité tout ce qui peut faire l'actualité des PME, c'est sans fin. Des rapprochements entre vous, etc. Mais après, dans le communiqué, à propos de, là, les 10 lignes qui définissent votre entreprise, réfléchissez à ce qui fait vraiment votre ADN, quoi. Et pas uniquement avec des mots de communicants qui noient un peu le poisson, qui sont super lisses et tout. On peut se permettre d'être un petit peu drôle, on peut se permettre d'être sérieux et un petit peu drôle de temps en temps. Enfin, c'est un mix, quoi. Mais c'est un ton adopté, mais ça vous permet de vous démarquer aussi, parce que souvent, c'est tellement triste ce qu'on reçoit comme communiqué, quoi. Enfin, pas triste, mais c'est tellement bordé que, bon, on vit qu'une fois, on peut s'amuser aussi, quoi, un petit peu. Voilà. Mais je rebondis sur ce que disait Alexandre. Bon, là, il vient d'être référencé. Enfin, ce que j'ai compris, tu étais référencé chez France Télévisions. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des nouveaux marchés ou des marchés importants et qui finalement ne communiquent pas autour de ça. Ça vaut le coup d'en parler, de le diffuser Après, il faut demander d'abord à France Télévisions, quand même. Voilà. Ça, c'est un autre point. Des fois, il y a de la confidentialité, oui. Faire attention, il faut savoir si eux veulent communiquer. Ça, c'est vachement important. Après, il faut demander. Voilà, faut demander. Après, je ne sais pas quelle est l'ampleur, mais même si ce n'est pas forcément énorme dans votre chiffre d'affaires, Alexandre, le mot France Télévisions, ça peut être un marché symbolique aussi qui peut faire tilt. Ça peut être une façon de faire reparler de S-Group alors qu'on ne parlait plus de vous là, depuis quelque temps du fait de la crise sanitaire et qu'il n'y avait plus de spectacle et tout. Donc oui, évidemment, ça peut être une actualité pour répondre à votre question. Oui, bien sûr. Après, mais là, c'est plus trop l'objet de l'intervention. Après, c'est des relations presse. Il faut avoir une bonne base de relations presse. Faut pas oublier quand même les bons destinataires dans la région. Parce qu'il y a, je pense être relativement identifié quand même dans la région, mais j'ai commis l'erreur d'être indépendant. Donc, je ne suis pas estampillé Lettre M ou La Tribune ou Midi Libre et tout. Donc, parfois, je passe à côté encore de communiquer de moins en moins, mais enfin, il y a des communiqués qui ne me sont pas destinataires, donc c'est un peu dommage parce que je suis indépendant et je travaille pour plusieurs médias, donc bon, bref, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, et je ne suis pas le seul, parfois quand j'étais à la Lettre M, avant, il y a des communiqués qu'on ne recevait pas, il faut faire vachement attention à avoir une base de données presse actualisée, hyper qualifiée, quoi. Mais voilà, mais ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Non, il y a un grand groupe indépendant de bâtiments qui s'appelle Fondeville, en région. Ils sont à Perpignan, c'est des Catalans. Bon, ils ne sont pas trop actifs dans le Gard, mais bon, ils avaient vécu un redressement judiciaire et ils n'avaient pas communiqué sur la sortie de leur redressement. Bon, ben moi, je suis allé les chercher là-dessus parce que j'ai vu j'avais vu dans une décision, une annonce légale qu'ils avaient un plan de continuation et tout. Bon, là, c'est comment parler de mon combat. C'est intéressant. On revient souvent dans comment parler de mon combat, mais c'est intéressant. Là, les Échos, ils avaient pris ce genre de sujet. Ils aiment bien. Vous savez, moi, quand je propose des sujets aux Échos, tout n'est pas pris automatiquement. Hein. Parfois, il faut quand même que je vende moi-même que je fasse un storytelling de mon sujet, quoi. Et là, ils avaient dit, ouais, c'est intéressant comment un grand groupe du BTP parce
parce qu'ils avaient vendu une partie de leurs activités de résidence gérée, etc. Enfin, bon. Voilà. Par rapport à ça, Hubert, en fait, par exemple, les échos, tu peux leur amener des sujets, mais eux, ils peuvent aussi te dire, voilà, on cherche peut-être tel ou tel. Oui, oui. Est-ce que tu connais, on est preneur? Alors oui, les actualités des entreprises dans la région, c'est quand même souvent moi qui propose. C'est souvent moi qui propose, heureusement d'ailleurs, quelque part, parce que je suis là pour ça. Après, eux, ce qu'ils font depuis Paris, c'est qu'ils font des appels à contribution. Des appels à contribution à tous les correspondants régionaux. Ouais. On est 22, hein, on est resté sur les anciennes régions. Je ne pourrais pas couvrir toute l'Occitanie, ce n'est pas possible. Et ça peut être quoi? C'est très diversifié. Hein. On peut leur proposer des sujets thématiques aussi. Hein. J'avais fait un sujet, rien à voir avec l'Occitanie, c'était le rôle qu'avaient joué les CSE dans le déploiement du télétravail ou pendant la crise, quoi, le rôle de lien social des CSE, le dialogue social en entreprise pendant la crise. Bon, c'était national, mais comme la santé des dirigeants, avec l'observatoire à Maroc, à Montpellier, de Didier Torres, qui est connu au niveau national. Bon, bah là, c'était des sujets parce que aucun des correspondants avait eu l'idée de les proposer en page d'ensemble, comme on dit, au sujet national. Et après, ils font des appels à contribution. Alors, c'est quoi les derniers qu'on a eus en date? Les plages privées. Bon, alors ça, évidemment, c'est un peu un marronnier chaque été. Donc là, j'avais levé un lièvre sur les plages privées parce qu'il y a une nouvelle réglementation nationale qui menace quand même la moitié des plages privées sur le littoral du Languedoc. Donc, j'ai fait une enquête là-dessus. Mais c'était dans le cadre d'un appel, d'une contribution au moins pour les correspondants des régions côtières, enfin littorales. Il y a eu un appel à projet, un appel à contribution sur les écoquartiers. Comment ça, au-delà des labels, comment ça vit les écoquartiers 5, 10, 15 ans après? Est-ce que ça rend les gens plus heureux? Est-ce que ça réduit leur facture d'électricité vraiment, etc. Voilà, donc là, j'ai été retenu pour un écoquartier sur les Piels à Frontignan dans l'Hérault parce que c'est construit sur une ancienne soufrerie. Donc, il y a une dimension reconversion de friches industrielles polluées. Il y avait eu un appel très, très amusant, un appel à contribution sur les patrons invisibles, les patrons qu'on ne voit jamais, qui ne parlent jamais. C'est quoi le storytelling, moi, que je fais à mon échelle? En fait, mon storytelling, enfin, oui, je me rends compte, mais je me rends compte en faisant cette intervention, mon storytelling, c'est mon savoir-faire, c'est-à-dire c'est les infos. Et en fait, c'est pour ça que je fais une newsletter chaque lundi. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la recevez ou pas, c'est les indiscrétions. Et finalement, c'est mon storytelling puisque c'est chaque semaine, je l'envoie. Elle est brandée quand même pas mal à mon nom. Enfin, on comprend que c'est moi. Mais au lieu de raconter ce que je fais, je raconte mon savoir-faire, enfin, c'est-à-dire les infos, c'est-à-dire ce qui vous intéresse vous. Mais enfin, finalement, mon storytelling, c'est cette déclinaison. C'est utiliser mon savoir-faire comme une vitrine hebdomadaire et puis vous offrir en quelque sorte, puisque c'est en mode gratuit. C'est volontairement, stratégiquement gratuit, sans forcément vouloir être exhaustif, parce que bon, il y a la lettre M qui le fait très bien là-dessus, et ce serait complètement débile que je sois sur le même positionnement, mais c'est un petit pas de côté, et finalement, c'est mon storytelling. Mon storytelling, je le fais sur mon savoir-faire, mais en apportant, j'essaye un petit peu d'humour, un petit peu d'esprit corrosif, vous l'avez senti dans mon intervention, sortir un peu du politiquement correct, sans évidemment aller dans la diffamation et encore moins dans les injures, bien sûr, mais quand même être un petit peu plus en relief que ce qui se fait aujourd'hui. Finalement, c'est ça, mon storytelling, c'est finalement, j'expose mon savoir-faire, mais chaque lundi. C'est chaque lundi. Il y a un côté répétition. Bon, alors le storytelling,
C'est ce que je mets d'ailleurs quand je me présente en fin de newsletter, c'est il ne lâche rien, il ne lâche rien, il vous envoie ça tous les lundis, enfin il ne vous lâchera jamais, sauf si vous vous désabonnez, vous avez le droit bien entendu RGPD. Donc quelque part, voilà, je campe un personnage, le mec qui lâche rien, qui est toujours là. Et c'est un storytelling qui est très personnalisé, mais finalement c'est ça, quelque part, je pense. Mais après, chacun peut se positionner à sa façon, hein. Gérard Bertrand, le viticulteur audois, le groupe Gérard Bertrand, a lui un storytelling très proche de la nature, très romanesque, un peu cosmique, un peu quatrième dimension parfois quand il parle et tout, mais c'est vachement intéressant sur la biodynamie, sur le… Là, il ouvre un chai avec une super architecture avec François Fontès en cœur d'Hérault au-dessus de Montpellier et tout, mais il écrit des livres là-dessus. Enfin, le respect de l'environnement, il est à fond là-dessus. Alors, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce qu'il est vraiment… Je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est vraiment sincère dans sa démarche. Mais en tout cas, son storytelling, il est là-dessus. Il est green. Lui, il a un storytelling vert à mort, quoi. C'est là-dessus qu'il le fait. À tort ou à raison, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il en fait trop? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le truc qu'il a choisi, quoi. Voilà, très clairement. Donc, je pense que lui, il est sur le vendredi. Il essaye de rendre son activité glamour et c'est l'impact sur l'environnement. C'est un peu les deux. Vous me posiez la question, Jérôme, est-ce qu'il faut faire les 7 jours de la semaine? Lui, il en fait on peut jouer aussi. On peut hybrider les jours et en fonction du message qu'on veut dire aussi. L'essentiel, c'est quand même quel message vous voulez dire, quoi. Enfin, quel message vous tient à cœur. Il faut quand même l'habiter, ce message, quoi. Oui, mais on a traditionnellement l'habitude de dire que le message, on l'adapte à celui qui va le recevoir. Or, nous, on ne va pas pouvoir faire du storytelling, un, pour les journalistes, deux, pour une exposition ou une présentation. Enfin, nos forces comme les vôtres sont limitées. Donc, c'est savoir quel axe on prend. S'il faut en faire 7, on en fait 7. Pas du tout. Non, il en faut qu'un, il faut trouver le bon. Non, il en faut qu'un. Perrier, ils ont pas. Je reprends Perrier, ils n'ont pas. C'est Perrier, c'est fou, quoi. Voilà, il faut que ça soit simple aussi, quoi. C'est un truc. Il y a l'esprit de la fête, de quelque chose de pétillant, vachement marketé. Et une fois que vous l'avez trouvé, c'est creuser ce sillon, quoi. Après, sur votre activité, je ne sais pas, il peut y avoir il faut que la valeur ajoutée de votre boîte, vous la connaissez forcément, puisque c'est votre boîte. Donc, ça va. Ça va. Donc après, il faut réussir à l'expliquer, quoi. Et en la raccordant à une actualité, si possible. Vous voyez, enfin, une actualité, je ne sais pas, une actualité réglementaire, quelque chose qui parle, quoi. Vous voyez, quelque chose qui parle aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a un savoir-faire très pointu que vous seul avez. Je ne sais pas, hein, ça, je ne connais pas votre cœur de business, quoi. D'accord. Oui. Mais on peut, si vous voulez, on peut en reparler. Vous pouvez me contacter. Vous voyez, on peut faire on peut en parler au téléphone. Là. Vous voyez, vous serez peut-être plus. On peut creuser un peu en un quart d'heure. Je peux essayer de réfléchir, quoi. Je peux essayer de vous aider. Parce que c'est une belle pépite, Jérôme, son activité. En fait, il fait notamment des volants connectés, en fait, pour les commandes de véhicules de course, entre autres. Ouais. Et je pense qu'il y a plein d'accessoires en fait liés à l'automobile de course, en fait. Et vous êtes basé où? À Calvisson. D'accord, ok. Et vous êtes combien? On est 12 ingénieurs. Ouais, quand même. D'accord. Très belle boîte. Ah ben, faudrait qu'on se… Elle s'appelle comment, votre boîte? XAP pour X application. D'accord. Ben, on s'appelle, d'accord? Et je vais essayer de vous trouver une… Enfin, déjà, je pense que pour les échos, ça pourrait les intéresser. Puis, d'une part, et d'autre part, ouais, on verra le storytelling, le récit qui peut se dégager de votre entreprise. D'accord? On pourra en parler si vous voulez, Jérôme. Okay. Pas de problème. Pour ça, il faut qu'on fasse un petit échange de 10 minutes, un quart d'heure pour que je comprenne vraiment ce que vous faites, quoi, vous voyez? Ok.